Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 24 mai. On ouvre ce journal avec le procès Gibrayel et ce verdict, 2 ans de prison avec sursis pour Sébastien Gibrayel, l'ex-adjoint au sport de la ville de Marseille, et 1 an et demi avec sursis pour son père, Henri Gibrayel, homme politique marseillais à la retraite. Ce sont les réquisitions prises par le ministère public au palais de justice de Marseille. On leur reproche des actes de violence en réunion commis le 18 janvier dernier contre 2 militants LFI dans le 16e arrondissement, fief politique socialiste des Gibrayel, père et fils. Les infractions, à mon sens, sont caractérisées. À partir du moment où les infractions sont caractérisées, c'est logique que le ministère public envisage des condamnations. L'appréciation du quantum, si elles sont élevées, importantes ou pas, c'est pas vraiment mon rôle, mais elle me semble logique parce que ce sont des faits qui sont avérés et qui ont une forme de gravité. Donc elles me paraissent logiques et dans la lignée des débats et de ce qui s'est passé et de la matérialité des faits tels qu'ils apparaissent dans la procédure. Si vous voulez, on peut s'arrêter au visionnage des caméras de vidéosurveillance qui ont été diffusées au cours de l'audience pour constater le déchaînement de violence inouï. Donc on peut à la limite effectivement s'en arrêter là en réalité. Une forme d'intention commune avec un seul individu actif, mais qu'il y a un groupement qui se forme pour indiquer, donner des instructions verbales et physiques pour que les violences continuent en réalité jusqu'à la fin en réalité. Personne ne s'est interposé comme on a essayé de nous expliquer au cours de l'audience. Les réquisitions qui ont été faites à l'encontre de mon client sont extrêmement sévères, mais je veux dire qu'elles sont sévères d'abord sur la culpabilité. Ce que je vous dis et ce que je viens de dire au tribunal, c'est que sur la culpabilité, rien ne permet aujourd'hui de démontrer avec certitude, de prouver, et c'est bien là le sens d'une décision de justice, que mon client s'est livré à un acte de violence. Ce qu'il faut être clair, c'est quoi ? C'est que dans la vidéo qu'on a visionnée ce matin, que le tribunal a visionné ce matin et que tout le monde a vu, il n'y a pas eu un coup qui a été porté par mon client. Mon client arrive après que les coups aient été portés, mon client part avant que les coups finissent d'être portés, mon client parle et contrairement à ce qui a pu être allégué pendant quelques jours, il n'y a pas le moindre son sur cette vidéo parce que c'est des caméras de surveillance urbaine dans lesquelles il n'y a pas de son. Donc en fait, on ignore tout. Et malgré cette ignorance-là, on vient aujourd'hui requérir et demander du côté de partie civile une condamnation lourde, mais sur la base de rien, sur la base de sable, sur la base d'hypothèses, sur la base d'incertitudes, alors qu'il y a un grand principe que vous connaissez en droit français, qui est le fait que le bénéfice du doute qui doit profiter aux prévenus. Des propos recueillis par Rémi Reponti. Le délibéré est attendu pour le 3 juillet. La saison des feux approche à grands pas et pour s'y préparer, le département, accompagné des marins-pompiers et du SDIS, simplifie leur carte préventive. Reportage Flavio Noriga. En un seul clic, vous pourrez savoir s'il est risqué de s'aventurer dans les massifs forestiers du département. Sur le site de la préfecture, la cartographie a été simplifiée. 2 codes couleurs. En rouge, les massifs interdits représentant un gros risque d'incendie. En vert, ceux dont la circulation est autorisée. Mais est-ce que les promeneurs consultent cette carte ? Eh bien, pas toujours à en croire les personnes rencontrées dans le massif des Calanques. Non, pas forcément, j'ai pas le réflexe. Je pense qu'une fois qu'on est sur le chemin, on se pose pas trop la question. Pas du tout, j'étais pas au courant, mais je trouve ça super qu'on puisse avoir des informations, surtout à l'approche des vacances et de l'été où il y a beaucoup de touristes dans notre région. C'est indispensable parce que avec la chaleur, les températures excessives, le moindre mégot fait partir un incendie. Une autre carte s'applique pour les autorisations de travaux des zones exposées. Mais en quoi consulter ces cartes est-il primordial pour la sécurité de nos forêts ? Réponse avec Jean-Luc Beccari, directeur du SDIS 13. Pour nous, la plus grosse difficulté, c'est de se retrouver avec un feu de massif, avec des gens à l'intérieur de ce massif, parce qu'il va falloir aller les sauver, qu'il va falloir les repérer, qu'il va falloir les chercher. Et l'autre difficulté, c'est d'avoir des travaux qui déclenchent des départs de feu non souhaités, non pas par malveillance, mais bien par négligence. Donc cette brique-là est extrêmement importante pour la prévention des risques de feux d'espace naturel dans notre département. Il faudra donc consulter cette carte mise à jour tous les jours à 17h pour le lendemain avant d'aller se promener en forêt. En plus de cela, plus d'une centaine de patrouilles seront déployées pour prévenir et surveiller le respect de cette réglementation.
Même cap pour 15 femmes autrices, chercheuses, ingénieures et étudiantes parcourir la Méditerranée pour la protection de la mer. Hier, dans le cadre de l'expédition féminine L'Odyssée des possibles, l'association Women for Sea a fait sa première escale à Marseille sur le quai du Mucem. Objectif, sensibiliser les plus jeunes à la protection de la biodiversité marine. Du coup à Marseille évidemment on est sur une façade littorale, donc c'est hyper important que les enfants prennent conscience déjà de la richesse qu'il y a autour d'eux, de la richesse de la Méditerranée. Donc on va leur transmettre les écosystèmes marins, comment est-ce que les écosystèmes fonctionnent, quelle est un peu la chaîne alimentaire dans l'eau. Mais on va aussi leur transmettre l'impact de l'humain sur les écosystèmes, que ce soit la pollution plastique, mais aussi les gestes du quotidien qui vont avoir un impact. Et après on utilise le bateau comme un peu une métaphore de comment est-ce qu'on devrait vivre quand on est à terre. Donc en faisant attention à l'eau, en faisant attention aux déchets, en faisant attention à l'électricité, pour que les enfants repartent avec des petites idées, des petites graines un peu semées de comment vivre un peu au quotidien de manière plus vertueuse et en se rendant compte qu'à Marseille, tout ce qu'on fait a un impact sur le milieu marin derrière. Des propos recueillis par Nordine Ali Saïd. L'association Women for Sea fera sa prochaine escale mardi à Hyères dans le Var. Ce voyage en mer se terminera le 5 juin à Nice afin de présenter un plaidoyer à la conférence des Nations Unies dédiée à la conservation des océans. À Martigues, c'est le grand jour pour le quartier du Boudem qui fête ses 50 ans. Pour l'occasion, on a partagé avec vous tout au long de la semaine des témoignages d'habitants du quartier. On termine cette série avec Linda Attab, 47 ans. Linda a toujours vécu dans le quartier. Elle nous raconte son Boudem. Tu as le bâtiment, tu vas, toc toc, toc toc, c'est vite fait. Moi, je me rappelle, quand j'avais l'âge d'aller en boîte de nuit, je me mettais à la fenêtre, j'appelais ma copine au bâtiment à côté. « Oh, on sort ce soir, on y va? Ouais, c'est bon, ouais, super !» Moi, j'ai des souvenirs de fêtes de quartier incroyables. Un mois en avance, on en parlait des fêtes de quartier. Tous les jeux qu'on allait faire. Le soir, on se sapait bien pour aller au bal, on faisait des battles et tout. C'est pas pareil. Maintenant, fête de quartier, pour eux, fête de quartier égale tournoi de foot au carré. On ne vit pas dans la même époque. Mes enfants, je les laisserai pas sortir le soir dans le quartier. Maintenant, c'est vrai que faire grandir ses enfants, ça fait peur. Même si c'est dans le quartier où on a grandi. C'est pas par rapport au quartier, c'est par rapport à la vie de tous les jours. Il y a tout qu'à changer. Il faut avoir confiance en nos enfants. Il faut leur laisser un peu de liberté, pas trop. Mais non, il y a beaucoup de bonnes choses dans les quartiers. Il y a une fille qui est venue travailler avec moi, qui venait d'une autre région. Et quand elle a vu... donc du coup, moi, je suis aide-soignante à domicile. Et j'ai un patient dans mon quartier. Et quand la première fois qu'elle est venue avec moi, elle m'a dit « Oh là là, c'est la zone !» J'ai regardé, j'ai dit « Ça veut dire quoi, c'est la zone ?»« Oh, tu as vu les bâtiments, le quartier et tout, doit avoir de la criminalité ?» Je dis « Mais oh, sors de ton monde, on est à Boudem, c'est tout, hein. Il n'y a rien de tout ça. » Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça, en fait. Si le nom de Linda vous est familier, eh bien c'est parce qu'on connaît bien la famille Attab à Boudem et à Martigues. Et bien au-delà, notre collègue Karim, notre monsieur l'OM, qui n'est autre que le frère de Linda. Voilà pour la petite histoire. Vous pourrez retrouver chaque portrait des habitants de Boudem dressé par notre reporter Joey Temple en intégralité et en podcast sur notre site maritima.fr. Allez, on ouvre une page sport avec du basket, mais pas du basket ordinaire. Un seul panier, 3 joueurs, la moitié d'un terrain. Cette discipline s'appelle le basket 3x3 et elle a le vent en poupe. Ça se passe ce week-end à Marseille, au Parc Chano. L'objectif à l'origine, c'était de faire de Marseille la capitale du basket 3x3 en l'occurrence, et avec 2 volets importants. D'un côté, le sport professionnel, en réunissant les 2 plus belles compétitions professionnelles. Les Women's Series, qui sont la compétition féminine, avec notamment l'équipe de France, qui est vice-championne du monde, et puis le World Tour, avec notamment nos médaillés français des Jeux Olympiques. Et le deuxième volet, c'est le sport amateur. On voulait véritablement, avec la Fédération française de basket, avec qui on coproduit l'événement, complètement transformer le Parc Chano pour les fans, les pratiquants, les passionnés. Et là, je dirais mettre plusieurs terrains, comme vous le voyez autour de moi. Pour les amateurs, on met en place plusieurs compétitions, tournois des quartiers, tournois des partenaires, tournois des collèges, tournois Open Junior, qui sont toutes les compétitions régionales. Et puis un village
avec pas mal d'animations pour les jeunes et les enfants. C'est très simple, vous avez 2 équipes de 3 avec un remplaçant, c'est 10 minutes. 21 points, donc le meilleur score en 10 minutes ou le premier en 21. C'est très rythmé, vous entendez de la musique derrière, donc vous avez un DJ qui sans arrêt alterne les phases de jeu et la musique avec forcément un public aussi qui est partie prenante dans l'ambiance. Donc pour les spectateurs, c'est un spectacle garanti. Ça reste un événement gratuit que la ville de Marseille et nos autres partenaires collectivités ont souhaité proposer cet événement au plus grand nombre. Donc on peut télécharger son billet sur 3xfestival.com. Des propos recueillis par Rémi Reponti. Du handball et un match décisif demain soir pour le club de Martigues. Le MHB va jouer son maintien en National 1 fédéral demain soir contre Boulogne-Billancourt au Palais des Sports. C'est l'ultime match de championnat, un match capital avant la fin de la saison. Et la prochaine saison, d'ailleurs, se prépare déjà. Le club a annoncé une nouvelle recrue, Camille d'Ambreville, 23 ans, qui arrive de Frontignan. Un nouvel élan pour le MHB, à qui on souhaite bonne chance pour demain soir. Du football avec le FCM, cet après-midi, une conférence de presse avec le directeur sportif Jamal Mohamed pour faire le bilan de la saison sportive du club martégal, une saison frustrante et décevante. Et cette question, est-ce que Hakim Malek restera sur le banc du FCM ? Aujourd'hui, c'est le staff qui est en place dans le coach principal, c'est Hakim Malek. Je pense que si Hakim Malek aujourd'hui, bon avec ici on peut tout refaire, mais je suis quasiment sûr que si Hakim Malek est là un peu plus tôt, je pense que le maintien est acquis. Minimum, on est barragiste. Le maintien est acquis et tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, mon souhait, moi, en tant que directeur sportif, c'est de continuer avec ce staff. De rester quand même sur cette dynamique sur la deuxième partie de saison. Parce que si on regarde la deuxième partie de saison, aujourd'hui, on est dans les 10 premiers. Pourquoi aujourd'hui se mettre une balle dans le pied et reconstruire encore un nouveau staff ? Donc maintenant, il y a des discussions qui sont en train de se passer avec Hakim. J'espère qu'ils vont être positifs. Mais nous, on espère, on est tous d'accord qu'il faut continuer avec le même staff. Non, Hakim, il est clair dans ses positions. Aujourd'hui, il aime le club, même s'il vient d'arriver, mais il a déjà joué dans ce club. C'est une personne de la région. Il sait aujourd'hui que si on arrive vraiment à bien restructurer ce club, il sait qu'on peut faire un bon club de Ligue 2, voire plus haut. Et le FCM passera devant la DNCG le 12 juin. 2 issues sont possibles. La plus logique, une participation au championnat national. Mais l'espoir subsiste d'un repêchage en Ligue 2. Une pièce de théâtre jouée par une 60aine d'enfants sur la scène du théâtre de la Criée à Marseille. Ce projet s'inscrit dans le cadre du collectif Culture pour l'enfance qui œuvre pour rendre la culture et les pratiques artistiques accessibles au public dit fragile. Hier, les élèves de CM2 de l'école Laviste Bousquet dans le 15e arrondissement ont interprété Candide de Voltaire. Reportage Nordine Ali Saïd. Oui, mais laquelle ? Dernière répétition pour ces élèves de CM2 qui incarnent avec aisance les personnages de Candide de Voltaire, revisités à leur manière. Je joue le personnage de Rémi. Il rencontre des personnages qui deviennent ses amis. Il va en Corse, il va en Espagne. Quel personnage tu as le plus aimé ? J'aime bien Saveria parce qu'elle sait rigoler, je me moque des gens. Je ressens de la joie, je suis content et je suis surtout content de jouer dans cette salle. Une année de préparation pour cette 60aine d'élèves de l'école Laviste Bousquet dans le 15e arrondissement de Marseille, une implication sans faille, comme en témoigne Mathilde Humber, l'une des enseignantes. C'est un projet qui est assez intense en termes d'investissement pour les élèves, pour les parents, pour nous les enseignants. Je suis extrêmement fière d'eux, mais même en répétition, ça m'arrive quand ils sont dans le juste, quand ils sont dans les bonnes intentions, etc. J'ai les frissons qui montent, j'ai le cœur à 1000 à l'heure. Un projet soutenu par l'académie, le rectorat et des acteurs locaux comme l'association Culture pour l'enfance, engagée depuis 15 ans, avec sa déléguée générale Nadège Begley. Qu'est-ce qu'on leur transmet à ces enfants ? L'envie d'apprendre plus au niveau culturel, d'avoir déjà ses premiers réflexes, d'aller au musée, d'aller au théâtre, et puis aussi de prendre goût à pratiquer artistiquement et pourquoi pas devenir comédien. Un projet ambitieux et réussi pour ces élèves avec un final qui s'est joué devant près de 200 spectateurs, comme un véritable lever de rideau sur leur talent. Et ce soir, le J au Vélodrome, notre Joule national s'empare du stade pour 2 concerts exceptionnels. Les 2 dates sont complètes et les fans sont déjà sur place, comme vous pouvez le voir sur ces images de Rémi Reponti.
Comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon des bons plans sortis du week-end. C'est l'agenda sorti de Noria Boussena. Le salon du camping-car, van et fourgon aménagés se poursuit à l'Halle de Martigues. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés. Alors, ce qui vous attend encore tout ce week-end, des nouveautés avec les derniers modèles de camping-car, van et fourgon aménagés. Une occasion idéale pour concrétiser votre projet ou renouveler votre véhicule. Des conseils personnalisés des experts seront présents pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions techniques pour vous aider à choisir également le véhicule adapté à vos besoins et vous guider dans vos aménagements. La fête de l'accro revient à Fos-sur-Mer. C'est ce dimanche. Le centre ancien de Fos-sur-Mer s'anime dès 9h pour une journée festive et familiale. Au programme vide-grenier, marché provençal, ferme pédagogique, balade à poney, atelier créatif, food truck, véhicules anciens. À 10h30, ne manquez pas la parade folklorique et le défilé de moutons. L'après-midi sera rythmé par des groupes traditionnels, fanfares et opérettes marseillaises. À midi, place au repas de la Croix, aioli, menu pour enfants et une surprise pour toutes les mamans. Plus d'informations sur le site de la ville de Fos-sur-Mer. Les journées des plantes d'Alberta se reviennent jusqu'à dimanche avec plus de 180 exposants venus présenter plantes rares, mobilier, outils et objets de jardin. Au programme également des conférences, des ateliers, des concerts et expositions qui rythmeront l'événement et qui attirent chaque année près de 20 000 visiteurs dans ce lieu classé monument historique. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du jardin et de la nature. C'est de 9h à 19h en continu. Le prix d'entrée est de 10 €, 8 € pour les chômeurs, les étudiants, les enfants âgés de 12 à 16 ans, handicapés, groupe de plus de 20 personnes et gratuit pour les moins de 12 ans. 2 jours pour s'envoler avec le festival Aéro BD à Istres. Rendez-vous tout ce week-end à la halle polyvalente, c'est de 10h à 18h pour une nouvelle édition haute en couleurs et en créativité. Plus de 50 auteurs et autrices français et internationaux sont réunis pour des rencontres et des séances de dédicaces avec des animations immersives et ludiques autour de l'aéronautique et de l'aérospatiale, des expositions et univers artistiques variés pour en prendre plein les yeux. Le festival Aéro BD s'adresse à tout le monde, aux passionnés, aux curieux, aux enfants et aux plus grands. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellent week-end et à lundi.